Bonjour. D'abord, des événements post-clôture, donc qui ne seront pas pris en compte dans les chiffres qui vous seront présentés après. C'est la signature de la Grèce. 12 avions issus de l'armée de l'air française que nous vendons d'occasion à l'armée de l'air grecque et 6 avions neufs. 12 avions français dont le contrat a été notifié pour remplacer les 12 avions qui partent vers la Grèce. Quelques mots sur l'activité. L'année 2020 a bien sûr été marquée par cette crise de la Covid-19, qui est une crise mondiale. J'y reviendrai en ce qui concerne la France et Dassault Aviation en particulier. Des tensions internationales qu'on a pu voir un petit peu partout et qui restent une préoccupation de nos gouvernants. Le terrorisme qui reste sur le sol français comme à l'extérieur. Et la montée des enjeux environnementaux dans notre pays, en Europe et un petit peu partout dans le monde. Donc 2021, ces grands éléments vont rester, bien sûr avec un petit peu plus d'espoir pour la Covid-19 avec l'arrivée en fin d'année 2020 des vaccins et la montée en puissance de la vaccination tout au long de l'année 2021 qui est prévue et qui devrait permettre un retour à une quasi-normale sanitaire avant la fin de cette année et surtout pour les années à venir. La crise de l'aéronautique, elle, durera un petit peu plus longtemps compte tenu du redémarrage de l'aviation commerciale. Donc l'aéronautique, c'était le sujet, et ça reste le sujet important. Sujet d'ailleurs entre les grands donneurs d'ordre, bien sûr, que l'on voit, Airbus, Safran, Dassault, principalement, un peu moins Thales. Il fallait un plan pour être sûr que la supply chain, car derrière ces grands donneurs d'ordre, il y a 500 entreprises sur le sol français qui ont souffert et souffrent toujours d'une certaine baisse de charges forte générée par le fait que les compagnies aériennes non seulement achètent moins d'avions, mais surtout n'ont pas pris livraison de bon nombre d'avions. Donc un plan a été bâti, il est parti du GIFAS, il a été négocié avec le ministère de l'économie et ce plan a été annoncé dès le mois de juin dernier. Au-delà du chômage partiel, dont je rappelle qu'il a été mis en place très rapidement et qui a permis à nos sociétés de ne pas devoir recourir à des licenciements et permettre de conserver les compétences pour la plupart d'entre nous, même si dans certains domaines, les PSE n'ont pas pu être évités et ne peuvent pas être évités. Deuxième grand sujet, c'était les prêts garantis par l'État qui permettaient d'éviter le manque de liquidité rapide, principalement sur bien sûr les PME. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes travaillé sur un fonds pour être capable de voir un petit peu plus loin. Ce fonds donc a été mis en place par les 4 donneurs d'ordre, Airbus, Dassault, Thales et Safran, abondé par l'État via BPI. Et le fonds qui a été choisi, c'est Aerofond, qui lui-même en propre a mis de l'argent et nous avons levé un certain nombre de fonds sur le marché institutionnel, comme là aussi ça a été rappelé dans le film. Ce fonds est totalement opérationnel et a commencé son travail à partir de ce qu'on appelle des watchtowers définis au sein du GIFAS qui identifient toute la supply chain. La DGA a fait pareil du côté des industries de défense pour être capable de remonter dans le domaine aéronautique vers ce fonds qui a une double but. Un, c'est être capable de mettre en place des fonds propres s'il y a besoin d'avoir des fonds propres supplémentaires. Et on le disait dans le film, nécessité de moderniser cette supply chain pour être compétitive demain, car il ne s'agit pas simplement de survivre, il ne s'agit pas simplement d'attendre la fin de la crise, il s'agit aussi de se projeter dans le futur et dans le redémarrage. Dernier point, il y a d'autres fonds d'ailleurs qui ont été mis en place par le ministère de l'économie pour la modernisation d'une manière générale et en particulier dans le domaine du numérique. Et puis le CORAC, donc le CORAC dans le domaine de l'aéronautique, c'est la préparation du grand futur dans l'aviation commerciale, mais aussi les hélicoptères et les business jets et d'une certaine manière les équipements d'aéroport. C'est d'être capable de se projeter dans l'avenir avec des technologies en rupture et de pouvoir préparer ce qui est appelé des vœux du gouvernement français, de l'Europe, avec le plan qui a été bâti et d'une manière plus générale, la conférence de Paris
et les enjeux qui ont été démontrés au niveau de l'OACI, de pouvoir décarboner une partie de l'aviation dans les années qui viennent. Donc 1,5 milliard ont été débloqués sur 3 ans. Ces éléments ont permis et permettent toujours d'éviter l'effondrement de la supply chain. Je ne dis pas que tout est bien, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, et il y en aura d'ailleurs très certainement le jour où ça ira mieux, entre guillemets, c'est-à-dire le jour où les aides d'État seront arrêtées, le chômage partiel, les prêts garantis, il faudra peut-être les rembourser, des modalités qui restent encore en flexibilité de remboursement, mais ces difficultés arriveront. Donc le fonds qu'on a bâti sera là pour y pallier. À titre d'exemple, Dassault Aviation, donc on a bénéficié d'une partie de ces aides, mais de manière très modeste. Donc 6 millions d'euros, c'est l'équivalent pour nous de ce qu'on a touché de l'État directement pour le chômage partiel. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a plus de chômage partiel chez Dassault, principalement grâce à l'arrivée des contrats Rafale. On a aussi touché 8 millions d'euros au titre du CORAC pour cette préparation du futur. On en touchera d'autres budgets dans les années à venir. Et nous avons nous-mêmes déjà versé 1 million d'euros dans le fonds dont je parlais, Aerofond, sur un engagement de versement de 13 millions d'euros qui viendront dans les mois qui viennent. Donc on a tout au long de cette crise mis en place, bien sûr, le protocole sanitaire, ce qui était fondamental, c'était la protection de nos salariés et la confiance de revenir travailler compte tenu de ce protocole sanitaire. On a d'ailleurs été beaucoup aidé entre les différentes fédérations, l'UIMM en particulier et le MEDEF, pour arriver à harmoniser ces mesures vis-à-vis des mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics. Ensuite, on a redémarré les activités, donc les vols ont redémarré, vous l'avez vu dans le film. Alors dire qu'on n'a pas pris de retard, tout s'est bien passé, etc. Non, on a eu une année difficile. On a repris le travail de manière progressive et assez rapidement. Dès le mois d'avril, le travail a repris petit à petit jusqu'à l'été, où c'est redevenu quasi normal. Quand je dis quasi normal, avec beaucoup de télétravail. Et le fait d'avoir beaucoup de télétravail et d'avoir repris progressivement a quand même généré un certain nombre de retards dans les programmes. On a pu les négocier avec la DGA en ce qui concerne la France, avec nos clients export. Ceci dit, on avait mis un plan de priorité. Ce plan de priorité, c'était de soutenir nos forces armées, ce qui a été fait sans décalage et sans baisse de soutien. Les armées étrangères, ce qui a été fait aussi. Nos équipes sont restées sur place, soutenir les avions à l'autre bout du monde. Et troisièmement, être capable de livrer nos avions, les Rafales, ce qui a été fait, vous l'avez vu tout au long de l'année 2020, vis-à-vis de l'Inde en particulier, à l'heure, malgré le Covid, et nos Falcon, et vous le verrez après, dans les chiffres, avec une petite baisse due au fait que certains clients ont décalé leur livraison, mais le plan de livraison a été à peu près à l'heure. Le CISIX aussi, j'en parlerai. Le travail s'est poursuivi avec nos sous-traitants, parce que ce n'est pas simplement Dassault, il fallait aussi que toute notre chaîne de sous-traitants, non seulement la française, mais aussi l'étrangère, puisse poursuivre ces activités et nous envoyer leur partie pour qu'on puisse poursuivre notre préparation de développement du CISIX. Sur le Rafale Export, on a donc livré 13 avions en 2020, on reviendra sur les chiffres après. Le fait marquant a été, c'est bien décrit dans le film, l'arrivée du Rafale en Inde, c'est-à-dire qu'on a livré des avions en France, il y a eu le premier ferry, il y en a eu d'autres depuis, et donc les avions Rafale sont maintenant opérationnels dans l'armée de l'air indienne, et ceci était très attendu de la part de nos amis indiens. On a aussi poursuivi, et malgré les restrictions de voyage, malgré les problématiques de franchir les frontières, arrivé à poursuivre la prospection export, dont un des résultats a été la Grèce. Sur la France, donc poursuite des travaux du standard F4, vous savez que le standard F3R est en train d'être installé sur les avions français et c'est en cours. Le F4 est en développement pour les années à venir, ce sera le standard dans quelques années. Pas de livraison Rafale, on est toujours dans le trou de production pour la France, le trou de livraison pour la France.
issus de la loi de programmation militaire. Ce sera d'ailleurs le cas aussi l'année prochaine. Nous reprendrons les livraisons à la France à partir de 2022, non seulement pour les 28 dont on parle toujours, la fameuse 4T2 des 28 avions à partir de 2022, mais aussi avec les 12 avions supplémentaires qui ont été commandés en début de cette année, ce qui fait 40 avions à livrer à partir de 2022. En attendant l'arrivée pour la France de la tranche 5, prévue pour être livrée à partir de 2027, avec une commande prévue en 2023, mais dont on a déjà démarré un certain nombre de travaux pour préparer l'arrivée de cette tranche 5, et ces travaux se poursuivront en 2021. Le soutien, c'est un point important et qui tient à cœur à la ministre des Armées et surtout à nos armées. Donc l'opération Ravel, le contrat Ravel, qui est le MCO verticalisé pour le Rafale. Verticalisé, je rappelle ce que ça veut dire, c'est que l'avionneur d'assaut prend la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de soutien de l'ensemble des équipements, sauf le moteur, qui lui fait l'objet d'un contrat séparé. Donc le Ravel est déployé maintenant au sein de l'armée de l'air française. C'est un contrat qui est intervenu en 2019, sur 10 ans, avec en particulier, c'est ça l'élément notable, la mise en place d'une plateforme Big Data que nous mettons en œuvre avec le concours de notre partenaire Dassault Systèmes et avec l'utilisation commune, conjointe et protégée entre les armées et les industriels. Le Rafale Export, vous l'avez vu aussi, le point important, c'était qu'on pouvait continuer à faire la formation des pilotes chez nous. Une partie de cette formation se fait dans l'armée de l'air française. Une autre partie se fait à Mérignac, où nous avons bâti une Conversion Training Center qui permet de faire cette formation vis-à-vis des pilotes et vis-à-vis des mécaniciens, les deux. La mise en place des personnels d'assistance et de soutien dans les pays maintenant utilisateurs du Rafale et qui ont poursuivi toute leur mission, y compris pendant cette crise du Covid-19 qui n'a pas touché bien sûr que la France. Sur la patrouille maritime, donc la TL2, on poursuit la modernisation de la TL2. La modernisation a été prononcée en termes de développement. On est maintenant dans la phase d'application, de production de la modernisation de la TL2. Deuxièmement, nous avons signé avec la DMAE un contrat de MCO verticalisé appelé Océan, qui est le pendant de Ravel. Et ce contrat est donc intervenu en 2020. De la même manière, c'est le même principe, on prend toute la chaîne des équipementiers et on a le moteur à côté. Voilà, c'est le même principe et ceci nous engage sur 10 ans. Sur les Falcons de mission, le point numéro 1, c'était la signature du contrat Albatros, donc 7 Falcon 2000 LXS de surveillance maritime qui ont été commandés. Et a aussi été préparée une option pour 5 supplémentaires. On continue le développement du projet Archange. Le projet Archange, c'est l'avion de guerre électronique qui remplacera les Transal Gabriel. Et 2, je vous rappelle, ont été commandés en 2019 et 1 est en option. Poursuivi aussi certains travaux sur le Falcon 50 qui continue sa vie en attendant l'arrivée des Falcon 2000. Avec des modifications de ces avions pour être capable de larguer des chaînes SAR et donc la jonction d'une trappe de largage. Le Japon a commandé 6 avions Falcon 2000 de surveillance maritime. Nous avons livré le 5e en 2020. L'Allemagne, enfin, où nous avons livré au DLR. Le DLR, c'est l'agence de recherche dans le domaine aéronautique et spatial. Nous avons livré un Falcon 2000 au DLR qui va lui être utile pour faire un certain nombre d'expérimentations. Système de combat du futur. Donc, je rappelle que la JCS, qui sont les études technico-opérationnelles, se poursuivent. Le contrat avait été passé avant. On a signé le contrat de la phase 1A qui permet les études des démonstrateurs, dont le démonstrateur NGF d'avions de combat. Et tout au long de l'année 2020, d'abord, ça a été difficile de travailler parce que le Covid
a empêché la mise en place des plateaux qui étaient prévus, mais le travail s'est poursuivi et on a pu avancer dans cette phase 1A. L'arrivée de l'Espagne, je rappelle que le NGF au début c'était 2 pays, la France et l'Allemagne, et l'Espagne est arrivée, et on aura l'occasion d'en reparler, elle est arrivée en revendiquant 1/3 du travail. Donc on est maintenant dans une logique où chaque pays revendique 1/3, sachant que, en toute logique, la France est leader du SCAF et Dassault est leader du pilier 1 NGF. Alors, je viens avant sur vos questions, mais je prendrai vos questions après. C'est vrai qu'en ce moment, on a une difficulté pour mettre au point la phase 1B. Quand je dis mettre au point, c'est arriver à faire une proposition qui ait l'agrément de tous les partenaires et qui soit donc permette un contrat avant cet été. Ça bute sur plusieurs choses. Ça bute sur le fait que la répartition 1/3, 1/3, 1/3 conduit très naturellement les 3 avionneurs, alors en réalité les 2 avionneurs, Dassault d'un côté qui va avoir 1/3 et Airbus qui a sa part en Allemagne et sa part en Espagne qui aura 2/3 de la charge. Donc il y a 1/3 pour Dassault, 2/3 pour Airbus. C'est une première difficulté, mais c'est une difficulté que Dassault a acceptée. Ensuite, il faut se partager les work packages. Il y a une volonté forte de la part de Airbus de faire beaucoup plus de packages en joint. Joint, ça veut dire personne n'est responsable, ça veut dire qu'on fait ensemble. Là aussi, on a accepté à peu près la moitié des work packages sont en joint, c'est-à-dire sans responsabilité. Et l'autre moitié a été partagée d'une manière assez équitable entre les 3, ce qui veut dire que Dassault encore a moins de responsabilité dans les 50% restantes que les 2 autres. Et on a encore une demande supplémentaire qui consisterait à équilibrer aussi qualitativement des work packages dits sensibles ou stratégiques. Et là, ça bute un petit peu. Voilà, donc on est en cours dans les discussions. Je prendrai vos questions après, ce qui donne donc une difficulté de contractualisation sur comment on va être capable d'être leader et maître d'œuvre dans cette organisation-là, nous Dassault. Et deuxièmement, on a des sujets aussi de problématiques de propriété intellectuelle. L'Eurodrone, c'est le contraire. Airbus est leader, prime. Dassault est sous-traitant, avec un certain nombre de responsabilités. On était partenaire dans l'étude de définition amont. On est maintenant pur sous-traitant, ce qui ne me pose pas de problème. Et nous jouons le jeu du sous-traitant fidèle au maître d'œuvre Airbus. On attend maintenant que ce contrat soit finalisé en 2021. Sur le Falcon, donc l'année a été un petit peu plus difficile. D'abord, en termes de livraison, vous vous rappelez qu'en juillet, j'avais modifié les objectifs. Donc on était passé de 40 Falcon à 30 Falcon. In fine, nous aurons livré 34 Falcon en 2020. Par rapport donc aux 40 de début d'année et aux 30 de cette révision du mois de juillet. Ça s'explique assez simplement, c'est que les clients ont beaucoup moins voyagé en 2020 et pour cause. L'épidémie Covid a fortement restreint l'activité aérienne et donc ça a généré aussi une crise économique, en tout cas des incertitudes sur l'avenir et ces incertitudes ont conduit nos clients à ne pas commander de nouveaux avions. Ils sont venus chercher leurs avions, il y a quelques décalages, c'est pour ça qu'il y a ce passage de 40 à 34, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas eu de commande, donc quelques avions qui n'ont pas été vendus. Donc c'est sur les commandes que le sujet a été le plus difficile pour nous, donc 15 commandes en 2020, dont les 7 qui sont pour les autorités françaises, pour la Marine nationale, les 7 Albatros, ce qui fait 8 avions Falcon vendus en 2020. Sur le 6X, on a tout fait pour maintenir le planning. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu des difficultés, je ne dis pas qu'on n'a pas généré des retards. Il y a eu des retards, principalement les grands ensembles, et en particulier au début de la crise, ça a été difficile pour tout le monde. Mais in fine, on a réussi à tenir ce programme
à peu près dans la perspective d'une entrée en service fin 2022, et ça reste toujours l'objectif, même s'il est évidemment difficile compte tenu de la situation qui reste délicate avec la sous-traitance. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, nous faisons des rouleurs du 6X. Après avoir fait le roll-out, on fait des rouleurs. Les rouleurs sont la phase juste avant le premier vol, et j'avais indiqué que le premier vol aurait lieu au premier trimestre 2021. Et je pense donc que nous tiendrons cet engagement. Je rappelle que le 6X est un avion 5500 nautiques avec une cabine la plus large du marché, et nous avons déjà un certain nombre de commandes et des discussions avec des clients. Le futur Falcon, je pense que c'est la dernière fois que je vous frustre. Nous allons préparer l'annonce de ce nouvel avion. Il sera soit en présentiel si les conditions sanitaires s'amélioraient, mais je n'attendrai pas quelques mois de plus que les conditions sanitaires s'améliorent pour faire l'annonce. On a maintenant testé avec l'e-rollout du 6X le fait qu'on peut aussi continuer à travailler dans le domaine des présentations, du marketing à distance. Et donc, si les conditions ne le permettent pas, nous ne le ferons pas en présentiel et nous le ferons en e-announcement dans les mois qui viennent, voire les semaines qui viennent. Sur le support client, c'est quelque chose qui est toujours très important et sur lequel on a mis beaucoup d'efforts depuis quelques années. Nous restons numéro 1, vu par le magazine spécialisé AIN, magazine américain qui est spécialisé dans ces domaines-là, dans beaucoup de domaines. Donc c'est quand même une grande satisfaction d'avoir pu 2 années de suite gagner, entre guillemets, ce concours du meilleur avionneur soutien dans le domaine des business jets. On a aussi, vous savez, Falcon Care, c'est le pendant des MCO dont je parlais tout à l'heure. C'est la verticalisation d'une certaine manière avec des services associés Falcon. Et on a signé notre 500e contrat Falcon Care. Je pense que les clients sont très satisfaits de ce type de forfaitisation de leur soutien d'avion avec la réactivité associée. Éco-responsabilité, je l'ai dit aussi en introduction, l'environnement est un sujet qui monte en puissance. Alors, premièrement, ce que je crois comme étant le plus rapide à mettre en œuvre, ce sont les biocarburants ou les carburants alternatifs. Nos avions sont déjà capables aujourd'hui de prendre 50% de biocarburants. Nous travaillons pour qu'ils soient compatibles de 100% de biocarburants et nous nous associons à la réalisation d'une filière de biocarburants. On l'appelle de tous nos voeux, c'est pas simplement la France, c'est aussi l'Europe, mais aussi c'est les grands du domaine mondiaux pour être capables non seulement de produire de manière verte, évidemment, il n'est pas question de faire de la déforestation pour faire du biocarburant, de manière verte et compatible de l'environnement, de fabriquer, de définir et de fabriquer ces biocarburants, et surtout de pouvoir les distribuer, c'est-à-dire d'équiper les aéroports de cette capacité de biocarburant et de pouvoir commencer le plus rapidement possible à introduire des biocarburants, non seulement dans l'aviation commerciale, mais aussi dans les business jets. C'est quelque chose qui, à court terme, peut rapidement faire baisser les émissions carbone dans le domaine de l'aviation, qui représente 2-3% des émissions carbone dans le monde. Une démarche aussi éco-responsable sur l'ensemble du cycle de l'avion. On parle beaucoup de recyclage. En réalité, maintenant, dès le début de conception d'un avion, on essaiera de concevoir le recyclage par filière, filière métallique, filière de batterie, filière etc., pour être capable de se dire on va choisir ça parce qu'à la fin, on pourra le rentrer dans une filière de recyclage. Ce processus de bureau d'études étendu s'est élargi aussi à cette problématique éco-responsable du retraitement. Participation active au programme français, c'est le CORAC. C'est aussi participation au programme européen, Clean Aviation, préparation du futur. Aujourd'hui, on est dans Clean Sky et César, ce qui permettra de préparer ces technologies du futur dans un certain nombre de domaines. Réduction de l'empreinte carbone aussi par la manière de naviguer, c'est-à-dire être capable de donner aux équipages de nos Falcon des logiciels qui optimisent le plan de vol en fonction de la consommation carburant. Si vous réduisez un peu la vitesse, si vous prenez des routes
qui sont optimisés. Si vous êtes mieux à l'heure, à l'arrivée, selon des créneaux de vol, vous pouvez plus facilement réduire votre consommation sur un voyage, et ceci à l'échelle de chaque vol et de chaque équipage. Et dernier point, on s'intègre bien sûr dans la préparation des technologies de rupture. C'est l'hydrogène, mais pas simplement, c'est beaucoup les matériaux aussi pour continuer à alléger nos avions et donc consommer moins. Sur le plan de transformation, je vous dirais juste un mot. Il s'est poursuivi malgré la crise Covid. Il a été un petit peu ralenti, mais nous sommes toujours à mettre en place nos nouveaux outils numériques. Par exemple, ce dont j'ai parlé sur le big data avec les MCO verticalisés et avec nos armées. Ceci est en cours de déploiement, mais on poursuit l'intégration des nouveaux outils de Dassault Systèmes comme 3D Experience pour le généraliser à la société. La performance industrielle, c'est être capable de voir venir le futur en étant meilleur dans tous les domaines. Et puis, la modernisation des infrastructures dont je vous ai déjà parlé et qui se poursuivent. Elles ont été ralenties parce que tout le secteur des travaux publics s'est quasiment arrêté pendant quelques mois. Donc on observe des retards sur la mise en place de ces infrastructures, mais on pilote globalement ces timings. Et vous voyez que quasiment tous nos sites sont touchés, entre guillemets, par cette modernisation qui permettra à la société de s'être bien engagée dans les filières et dans les nouveaux outils qui permettent de voir venir le futur. C'est vrai en France, c'est vrai chez Dassault Aviation en pur, mais aussi dans nos filiales comme au Bourget, et c'est vrai aussi dans nos filiales étrangères, donc chez DFJ et en Inde où nous montons en puissance. Et vous allez voir un petit film pour vous montrer un petit peu où on en est en Inde, puisqu'on a beaucoup parlé d'Inde dans les années précédentes. Vous allez voir les premiers résultats. Le plan aussi couvre l'intégration de nos nouvelles stations-service qui ont un peu souffert en 2020 compte tenu de la baisse du trafic aérien. Et je vais maintenant vous montrer ce petit film. Le mieux, c'est de regarder le petit film. Ça illustrera bien mieux que la planche les résultats déjà acquis aujourd'hui. Voilà, donc les progrès se font. Vous savez qu'on a l'ambition d'aller jusqu'à l'assemblage final d'un Falcon 2000. On a commencé aussi à faire des pièces de Rafale, donc la montée en puissance à la mode indienne. C'est toujours entre guillemets trop long, mais la réalité est là. Vous l'avez vu dans le film, c'est pas simplement des images. Il y a une réalité et nous sommes très contents de la main d'œuvre. D'ailleurs, je veux citer quand on a eu le Covid, on a rapatrié nos équipes françaises de Nagpur, parce que c'était un petit peu plus compliqué là que sur les bases de l'armée de l'air indienne. Et le travail s'est poursuivi. Et nous avons déjà intégré donc des pièces fabriquées à Nagpur dans nos avions. Ceci a été totalement certifié selon les mêmes principes que la certification de l'ensemble de nos pièces pour Falcon. Sur la RSE, même nous, Dassault, on fait de la RSE, comme toutes les grandes sociétés. Donc, premièrement, je voudrais, on est très honoré de pouvoir dire, et très fiers de pouvoir dire que nous avons été classés par le palmarès Challenge numéro 1 des entreprises françaises dans la catégorie
aéronautique, navale et spatiale en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc nos modernisations, notre volonté de faire toujours très attention à ces domaines-là paye. Voilà. Donc c'est un effort qu'on fait et qui est très important dans tous les sites sur lesquels nous travaillons. Je prends l'exemple par exemple de Mérignac aussi. On a planté quelques centaines, voire milliers d'arbres, en contrepartie d'avoir construit des bâtiments à Mérignac. Donc je vais passer maintenant aux résultats proprement dit, donc de quelques chiffres. Vous retrouvez donc en matière de Falcon les 15 dont j'ai parlé, les livraisons, donc les 34 dont j'ai aussi parlé, ce qui fait un carnet de commandes aujourd'hui qui est à 34. Sur le Rafale, pas de commandes supplémentaires puisque les Grecs sont arrivés et le Delta France est arrivé en début 2021, il sera donc dans les chiffres 2021. Nous sommes donc avec 13 livraisons qui étaient prévues, ça remontera dans l'année à venir 2021, et donc un carnet à 62. Attention là aussi, dans les 62, il n'y a pas ni les 6-9 grecs, ni les 12, donc c'est 62 plus 18, moins les quelques avions qu'on a déjà livrés depuis le début de l'année à l'Inde. En termes de chiffres, donc on a une prise de commande à 3,5 milliards, un chiffre d'affaires à 5,5 milliards et donc un carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2020 à 15,6 milliards. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est finalement ce qui est le plus représentatif de l'activité et de l'équilibre entre les activités, c'est le camembert du milieu, donc le chiffre d'affaires. Vous voyez, grosso modo, 10% de notre activité vient de la France, 40% vient des Falcon et 50% pardon, de l'export. Donc on a un équilibre civil-militaire 60-40, on a un équilibre France-international, 90% pour l'international, 10% pour la France. Les investissements, malgré la crise, et en accord avec nos actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, nous n'avons pas réduit nos investissements, ni nos investissements en termes de préparation du futur, donc investissements technologiques, ni nos investissements en termes de modernisation de nos infrastructures, c'est-à-dire nos investissements industriels. Donc la R&D autofinancée en 2020 a été de 538 millions d'euros, à peu près du même niveau qu'en 2019. Vous voyez que l'effort n'a pas baissé à cause de la Covid, ni par notre volonté, ni par la réalité de la crise. On a continué et poursuivi cet effort, principalement dû au 6X et à la préparation du nouveau Falcon, dont je ne parle pas encore, mais aussi des technologies de préparation du futur. Thales qui abonde nos résultats, donc Thales aujourd'hui a publié ses résultats hier, donc 937 millions de résultats nets ajustés. Nous avons une partie de ce résultat qui remonte en dividendes. Je rappelle d'abord que cette marge nette de Thales est donc de 5,5% pour 2020, évidemment en retrait comme beaucoup d'entre nous par rapport à 2019. Et c'est sur cette base-là que nous abondons notre résultat net. Nos chiffres donc sont résultats opérationnels sur la base de 5,5 de chiffre d'affaires. C'est un résultat opérationnel à 261 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 4,8%, en baisse évidemment par rapport à l'année dernière. Ce qui conduit, après avoir abondé Thales et retiré les impôts et abondé les résultats financiers qui sont aussi en baisse parce que l'argent ne rapporte pas d'argent en ce moment, un résultat net qui se situe à 396 millions d'euros, soit une marge nette de 7,2% et donc un résultat par action de 47,6 € en retrait par rapport à l'année dernière. Et je rappelle que, une nouvelle fois, que nous n'avons pas versé de dividendes et même pas d'acompte en 2020, alors que nous avons poursuivi le paiement de participation et d'intéressement. On y reviendra après.
Trésorerie, on continue à utiliser la trésorerie que nous avons reçue pour livrer les Rafales, donc c'est normal que la trésorerie baisse, c'est la logique du BFR. Sur les dividendes, donc j'en parlais un petit peu avant déjà, donc les dividendes, nous allons distribuer 103 millions de dividendes en 2020, on a donc distribué 0 en 2019, alors qu'on aurait dû distribuer 212, qui sont donc restés dans la société. Le payout est toujours le même, 26%, nous n'y avons pas touché, ce qui fait donc un dividende par action de 12,3 €. Je rappelle à côté de ces dividendes que en 2019, nous avons poursuivi le versement de la participation et de l'intéressement aux salariés et qu'en 2020, le niveau de participation et d'intéressement sera de 85 millions d'euros. Division de la valeur nominale de l'action, donc ça fait quelques années qu'on se pose cette question-là ou qu'on nous pose cette question-là et on a décidé cette année de présenter à l'Assemblée Générale, après accord du Conseil d'administration, la division par 10 de la valeur de l'action. Ça permet de nous remettre au niveau des autres sociétés du domaine. C'est-à-dire que ça va mettre une action aujourd'hui, si vous êtes à 930 €, je ne sais pas exactement où on en est aujourd'hui, mais vous divisez par 10, vous serez juste en dessous de 100, et quand l'action remonte, vous serez juste au-dessus de 100 par rapport à la valeur actuelle qui est autour de 900 et quelques, ou 2000, ou qui était même montée au-delà, ce qui va permettre aussi aux petits épargnants de pouvoir acheter des actions Dassault parce qu'elles sont dans une valeur un petit peu comme les autres et donc favoriser aussi la liquidité du titre. Et donc c'est ce que nous présenterons. Cette possibilité n'arrivera qu'au deuxième semestre, il faut le temps de mettre en place toute la mécanique. Donc je pense que une des conclusions pour 2020, premièrement, c'est que notre modèle dual est tout à fait pertinent, il est tout à fait aussi résilient dans le cadre d'une crise absolument extraordinaire, que pour l'année 2021, notre action, nos actions, et dont l'action numéro 1, ça va être de poursuivre l'export du Rafale. Autant dire que le Rafale aujourd'hui est à pleine maturité, que l'arrivée de ces premiers contrats export qui ont été l'Égypte, l'Inde et le Qatar, et maintenant la Grèce, donne lieu à beaucoup de demandes de la part de certains pays que nous souhaitons honorer le plus rapidement possible. Je sais que vous allez me demander quand, ça sera un tout petit peu plus difficile. Voilà. Deuxièmement, revenir sur le chemin des commandes pour le Falcon. Alors ça sera vraiment très dépendant de la réalité de la crise et de ses conséquences. Est-ce que derrière la fin de la crise sanitaire qui s'amorce, il y aura une reprise économique? On pourra en parler aussi. S'il y a une reprise économique, les ventes repartiront très naturellement. Si c'est un petit peu plus compliqué, ça prendra un petit peu plus de temps. Et deuxièmement, ce qui nous concerne Dassault et les Falcon, c'est l'arrivée des nouveaux avions, le 6X et le futur avion que nous allons présenter bientôt, qui seront aussi des moteurs pour repartir vers un marché plus actif en ce qui nous concerne. Développement militaire, développement donc de ces nouveaux Falcon, c'est en cours. Ça occupe bien notre bureau d'études. On a un bureau d'études bien occupé dans ces développements et cette préparation du futur. L'interrogation sur le SCAF et le NGF, va-t-on arriver à lancer cette future phase? C'est une question. Est-ce que Airbus obtiendra le contrat de l'Eurodrone? C'est une deuxième question. On va poursuivre le soutien de nos avions. J'espère qu'on restera tout en haut de la pyramide sur les notations de soutien. Ce sera peut-être un peu plus difficile à faire compte tenu du fait que ça a beaucoup moins volé. Et puis on poursuit notre Make in India, comme vous l'avez vu, cette montée en puissance de notre capacité à produire en Inde. Notre guidance pour 2021, 25 Rafales, c'est le résultat, je dirais, de nos obligations contractuelles, des contrats signés. Et nous avons pris une guidance, comme d'habitude, où on fait très attention, mais de 25 Falcon, car on a toujours cette grande incertitude sur la crise Covid et ses conséquences sur le marché de l'aviation d'affaires en ce qui nous concerne. Voilà. Donc un chiffre d'affaires qui sera en hausse en 2021.